Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, jeudi 24 mars, il sera question du salaire du conjoint, de l'attestation de vigilance et du mandat apparent. Pour déterminer les bénéfices réalisés par les entrepreneurs individuels au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016, le salaire du conjoint de l'entrepreneur qui participe effectivement à l'activité est totalement déductible du bénéfice imposable de l'entreprise si celle-ci est adhérente d'un centre ou d'une association de gestion agréée. Ce salaire doit avoir été soumis aux cotisations et contributions sociales. Lorsque l'exploitant individuel n'est pas adhérent d'un centre ou d'une association de gestion agréée et qu'il est marié sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, seule une partie du salaire de son conjoint est déductible du bénéfice imposable de l'entreprise. La limite de déduction du salaire du conjoint qui a effectivement participé à temps plein durant toute l'année à l'activité est fixée à 17 500 € pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016. En revanche, si l'exploitant individuel non adhérent d'un organisme de gestion agréé est marié sous un régime de séparation de biens, le salaire de son conjoint est intégralement déductible du résultat imposable s'il correspond à la rémunération normale du travail effectivement fourni. Lorsqu'un entrepreneur principal a recours à un sous-traitant pour exécuter un contrat de 5 000 € minimum hors taxe, il doit vérifier que son sous-traitant déclare et paye régulièrement ses cotisations sociales à l'URSSAF ou à la MSA. Il doit notamment exiger que son sous-traitant lui remette lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution une attestation de l'URSSAF appelée attestation de vigilance. À défaut, l'entrepreneur risque d'être condamné solidairement à payer les impôts, les taxes, les cotisations de sécurité sociale, les rémunérations et les autres charges du sous-traitant. Dans 2 affaires récentes, la Cour de cassation a confirmé que l'attestation de vigilance est un document essentiel, le seul de nature à assurer le donneur d'ordre que son co-contractant est véritablement à jour de ses obligations vis-à-vis de l'URSSAF. Une autorisation préfectorale, un extrait cabis non à jour ou une attestation établie par le sous-traitant lui-même certifiant le respect de ses obligations sociales ne sont pas satisfaisants, pas plus qu'un bilan social de société. Une société peut être engagée par toute personne dès lors que le tiers co-contractant a pu légitimement croire que cette personne était habilitée à représenter la société. C'est la théorie du mandat apparent. Il faut que les circonstances dans lesquelles se déroule la conclusion de l'acte autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du présumé représentant. Par exemple, le titre de simple directeur de toute société commerciale ne coïncide pas avec le titre de représentant légal. Ainsi, un loueur de matériel doit vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire du contrat de location. Le seul cachet de la société locataire et la signature de son directeur de site ne suffisent pas à établir le mandat apparent. Désormais, lorsqu'un tiers doute de l'étendue des pouvoirs du représentant d'une société, il peut demander par écrit à la société représentée de lui confirmer que son représentant est bien habilité à conclure l'acte. Sans réponse dans un certain délai raisonnable, le représentant est habilité à conclure l'acte. C'est la fin de cette édition. Dernier point d'actualité avant le week-end, demain, vendredi.